Bonjour et bienvenue sur Huntington Podcast, le podcast dédié à la maladie de Huntington. Je suis Thomas et j'aide mon père depuis plus de 10 ans au quotidien. J'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, malades, aidants, porteurs, personnels du corps médical, pour nous aider à comprendre et mieux vivre avec cette maladie. Tous nous expliquent les différentes étapes par lesquelles ils passent et comment ils avancent et continuent dans la vie. Ce podcast soutient l'association Huntington France, présente sur tout le territoire. Elle s'occupe de faire connaître la maladie, de financer la recherche médicale et d'accompagner les malades et leurs familles dans toutes les étapes. Je vous conseille vivement d'y adhérer pour recevoir les dernières actualités. Vous retrouverez le lien du site internet dans la description de l'épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour Zoé. Bonjour Thomas. Merci d'être présent dans Huntington Podcast pour nous parler de toi. Tu m'as contacté après avoir écouté quelques épisodes de mes podcasts. Oui, c'est ça, oui. Où tu t'es dit que tu aimerais témoigner parce que c'est vrai que pour l'instant, à part Charline, on n'a pas discuté avec beaucoup de jeunes. Si tu peux rappeler ton âge. Moi, aujourd'hui, j'ai 21 ans, je vais avoir 22 ans dans quelques mois. Donc t'es très jeune, même si quand on est jeune, on n'aime pas entendre dire qu'on est très jeune. Mais est-ce que tu peux nous dire comment est arrivée dans ta vie la maladie de Huntington ? En fait, cette maladie, je l'ai connue depuis que je suis toute petite, par mon grand-père qui était malade. Donc je l'ai connu essentiellement que malade. Je le connaissais, il avait des gestes un peu brusques, tout ça. Ma grand-mère s'en occupait. Moi, j'étais jeune, un peu innocente, je ne connaissais pas trop. Puis, du coup, je la connais encore plus aujourd'hui. Donc, j'ai mis un mot sur Huntington avec ma mère qui a cette maladie, du coup. D'accord, donc ça vient de ton grand-père qui ensuite a été transmis à ta mère. Ouais. Et en me renseignant un petit peu de mon côté, mon arrière-grand-père aussi l'avait. D'accord. Mon arrière-grand-père qui venait de Mongolie et du coup il avait été placé à l'asile dû à ses grands gestes, à ses sauts d'humeur ou tout ça quoi. Comme quoi à l'époque c'était pas du tout connu. Ouais, non, mais en effet, c'est l'une des choses pour lesquelles on va dire, ceux qui ont le plus d'expérience avec la maladie sont traumatisés, c'est que bien souvent leurs parents, leurs grands-parents finissaient dans des asiles, des lieux où on mettait des fous. Alors que Huntington, c'est pas du tout ça. Mais pas vu de l'extérieur, quand on connaît pas la maladie, on pourrait y penser. Ouais, et donc, c'est sûr. Ouais. Et donc toi, t'as entré quand t'avais 14 ans, vraiment, tu t'en es rendu compte. T'as vraiment pris conscience en fait que la maladie était là. Est-ce que toi déjà à ce moment-là, t'avais conscience que tu pouvais potentiellement être touché ? Pas vraiment parce qu'en fait du coup moi où j'en ai vraiment pris conscience parce qu'au début les symptômes étaient très mineurs chez ma mère, c'était vraiment un peu de trouble de la mémoire, un peu de perte de l'équilibre, perte de réflexe aussi. En fait j'ai vraiment découvert ce que c'était à partir du moment où elle a été déclarée 100% invalide en fait. À partir du moment où elle travaillait que le matin, où elle a arrêté de travailler et décidé d'arrêter de conduire par elle-même. Je savais pas vraiment que c'était héréditaire. Je m'en rendais pas vraiment compte, mais c'est ma grand-mère du coup qui, elle, aujourd'hui s'occupe de ma mère, qui, par prévention, nous disait qu'il c'était important de se faire tester, et c'était la neurologue, c'est la neurologue de ma mère qui a conseillé ça à ma grand-mère qu'il fallait se faire tester au plus tôt. Donc, d'accord. Donc voilà, j'ai appris ça peut-être j'avais 15-16 ans sûrement, au moment où j'ai voulu me faire dépister de cette maladie. D'accord, et donc tu l'as fait aujourd'hui ? Je l'ai fait, aujourd'hui je l'ai fait et je ne suis pas porteuse et j'en suis très heureuse, ça a été comme une libération pour moi, enfin vraiment. Je l'ai fait, j'avais 19 ans, enfin j'ai eu les résultats à mes 19 ans. Ah, t'as 19 ans, d'accord. Et puis mon frère et ma sœur, parce que du coup ma mère a eu 3 enfants. Et donc mon grand frère Antoine, ma grande sœur Morgane, et qui eux du coup suite à mes tests, j'ai joué aussi un peu la prévention, je leur ai dit qu'il fallait les faire. Et ils les ont fait et ils ont reçu les résultats il y a 2-3 semaines. Et malheureusement c'est ma sœur qui est porteuse et heureusement mon frère du coup n'est pas porteur, si je peux le dire ça comme ça. Malheureusement c'est ma grande sœur qui est porteuse de cette maladie. Ok.
Et on y reviendra peut-être un peu plus tard sur ta sœur. Mais elle, ta grand-mère qui a fait pratiquement une bonne partie de sa vie à côtoyer la maladie, quel regard elle a sur la maladie et qu'est-ce qu'elle a pu te transmettre? Quel regard, déjà à peine on en parle, elle est très très sensible quand on rien que au niveau quand on lui demande si on a besoin d'une aide extérieure ou quoi que ce soit, en fait elle préfère qu'elle s'occupe de sa fille, donc de s'occuper de sa fille, donc de ma mère, et elle est très très sensible, donc c'est limite si elle commence déjà à avoir les larmes aux yeux, donc elle a un regard. Elle aimerait que tout se stoppe et elle a envie d'accompagner ma mère comme elle a accompagné mon grand-père jusqu'au dernier souffle. Ouais. Et elle est vraiment très préventive pour ça, en fait. Elle veut vraiment qu'on soit au courant Mmh. Très bien. Et pour qu'on sache au plus tôt si on était porteur ou pas, parce que du coup, comme elle nous le dit, la médecine avance et tout. Et je pense qu'elle a beaucoup d'espoir. Elle a beaucoup d'espoir pour trouver un traitement un jour. Elle a beaucoup d'espoir, je dirais. Et donc, si je comprends bien, dans ta famille, ça n'a jamais été quelque chose de tabou de parler de la maladie? Non, du tout, non. Et pas du tout, parce que j'ai surtout posé les questions à ma grand-mère d'abord. Parce que ma mère, qui aujourd'hui est en un stade, je dirais, assez élevé de la maladie, j'ose pas trop lui poser les questions parce que c'est savoir quand est-ce qu'elle s'est fait tester, est-ce qu'elle savait avant notre naissance, ce genre de questions. Je les pose plus à ma grand-mère parce que je me vois pas remuer ça pour ma mère, en fait. Je me vois pas lui faire se rappeler tout ça, vu tout ce que déjà elle vit aujourd'hui. Toutes mes questions, moi, je les pose à ma grand-mère, donc on est assez ouvert sur le sujet dans la famille. Bon, moi, ce que j'ai pu voir et en discutant avec d'autres personnes, c'est que déjà, quand il n'y a pas de tabou à en parler dans la famille, il y a on va dire, une petite facilité en plus d'accepter la maladie pour toute la famille. Est-ce que tu penses, par exemple, que ta sœur, même si c'est très frais, donc c'est difficile d'en parler plus que ça, parce qu'elle a eu les résultats il y a 3 semaines, mais est-ce que tu penses que pour ta sœur, c'est peut-être plus facile de l'accepter que si ça lui était tombé du jour au lendemain dessus comme ça? Je pense que ça va être beaucoup plus facile pour elle de l'accepter que, par exemple, ma mère a pu l'accepter auparavant. Parce que du coup, en fait, il faut savoir que mes parents ont divorcé. Moi, j'étais toute petite, je les ai jamais connus ensemble. Et mon père s'est remarié avec, du coup, ma belle-mère Marina. Et c'est c'est un peu comme notre seconde maman, en fait. Tous les trois, du coup, elle nous a accueillis tous les trois. On était très jeunes. Du coup, elle a pris un peu le rôle de maman quand nous, au moment où notre mère, du coup, n'a pas pu être là, donc durant l'adolescence, mais sans vraiment prendre le rôle de notre mère, tout en respectant le rôle de notre maman qui reste toujours à sa place et qui restera toujours à sa place. Et du coup, c'est un peu elle qui nous a poussés dans tout ça, rien que sur le dépistage. Elle a accompagné mon frère et ma sœur à chaque rendez-vous. Au premier rendez-vous et au rendez-vous final, du coup, on a les résultats. Et c'est elle qui nous apprend aussi à beaucoup accepter cette maladie. Et que comme c'est une maladie qui joue beaucoup sur nos sentiments, sur nos émotions, parce qu'on dit beaucoup que cette maladie se déclare suite à un choc émotionnel, un burn-out, un choc qu'il peut y avoir dans notre vie. Et du coup, en fait, en acceptant plus cette maladie, je pense qu'on peut la déclarer beaucoup plus tard, en fait. Parce que rien que quand on est malade, quand on a une grippe, si dans notre tête, je dirais, ça va pas, y a rien, on se morfond sur notre propre sort, on va être encore plus malade. Donc c'est pareil dans cette phase de maladie où ça va pas, donc du coup la maladie prend le dessus. Et du coup, faut beaucoup jouer avec le mental. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que dans notre famille, on arrive beaucoup plus à accepter cette maladie. Déjà, en fait, c'est d'abord l'accepter, c'est déjà une énorme étape, et savoir vivre avec, en fait. Et ma sœur, justement, elle est en pleine
Je pense qu'elle est en plein développement de cette phase où elle apprend à accepter, à vivre avec. Et comme elle dit, bah c'est pas une maladie, c'est son colocataire en fait. Elle appelle comme ça pour l'accepter encore plus en fait, pour dire bah il est intégrant de moi, c'est pas la maladie en fait. Elle veut pas être désignée par cette maladie. Dire bah Morgane elle est malade. Non, Morgane elle est Morgane et c'est son colocataire qui fera les choses que. Enfin, comme pour ma mère, si je peux dire comme ça, c'est son colocataire qui fait que bah des fois elle a ces phases où elle va avoir des sentiments très forts, des sauts d'humeur ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas elle qui déclare ça, quoi. Oui, bien sûr. Bon, ça, c'est maladie. super dur. Ça, on va dire, tu le comprends parce que ça fait longtemps que tu côtoies la maladie, mais c'est super dur pour quelqu'un de l'extérieur de comprendre que c'est pas la personne qui te parle, mais s'il y a ces sauts d'humeur et tout ça, c'est plus la maladie qui fait ça. Oui, c'est ça. C'est compliqué et c'est le message qu'on essaye de faire passer. Ouais, c'est une chance de pouvoir faire la différence, la part des choses entre la maladie et la personne. Je te rejoins, je rejoins un peu ta sœur sur ce côté un peu de vivre avec et d'apprendre à vivre avec, parce que je pense qu'en effet c'est pour mieux vieillir avec et pour retarder le plus possible le côté mental, même s'il est difficilement quantifiable, le côté mental fait énormément de choses pour soi-même et puis aussi pour l'entourage et de vivre bien en harmonie avec son entourage. Oui, c'est sûr. Mais du coup, c'est dû à ça, toute cette acceptation. C'est un peu dû à Marina, aussi un peu dû... je pense aussi que comme les générations changent beaucoup, et il y a de plus en plus de prévention sur le dépistage de Huntington, on la connaît un peu mieux, j'ai envie de dire. On la connaît pas encore assez. Mais c'est, je pense, c'est grâce à ça qu'on apprend aussi à accepter tout ça et à vivre, et essayer de vivre avec. Et toi qui connais ça depuis toute jeune, est-ce que t'as abordé un peu le sujet juste avant qu'on commence l'enregistrement, le fait d'avoir eu, on va dire, une innocence et un des moments d'adolescente ou de jeune adulte volés par la maladie, est-ce que t'as de la colère pour ça ? J'en ai eu beaucoup, parfois même encore aujourd'hui, parce que faut savoir que du coup, moi, je fais mes études à Rennes. Et je rentre le week-end pour soulager ma grand-mère, en fait, pour m'occuper de ma maman. Et elle vit où, ta mère, juste pour bien comprendre le trajet ? En Bretagne, en fait, dans les Côtes d'Armor. Donc j'ai à peu près 1h15 de route, à peu près. D'accord. Et du coup, je rentre tous les week-ends pour m'occuper de ma maman, ainsi que ma sœur aussi, pareil. Bon, maintenant, on rentre beaucoup moins, on essaie de moins rentrer et de vivre nos vies, en fait, comme ma grand-mère, en fait, aimerait qu'on vive nos vies aussi. Et du coup, oui, j'ai cette colère, j'ai une grosse colère envers cette fichue maladie, parce que c'est un peu, voler un peu ma jeunesse, mais entre guillemets, j'ai quand même cette chance d'être entourée par... avec ma sœur, par exemple, le soir, si moi j'ai une soirée, à l'époque où il n'y avait pas ce confinement, où si j'ai une soirée de prévue, elle va donner à manger à maman et elle ira à sa soirée après. On s'organise un peu comme ça aussi. Et puis il y a notre grand-mère aussi qui essaye vraiment de nous soulager au mieux parce que on travaille toutes les deux. Parce que moi je suis en études mais en alternance, donc du coup parfois je travaille la semaine ou parfois je suis à l'école, donc du coup tout dépend de mes semaines. Du coup, ma grand-mère fait tout pour vraiment nous soulager et qu'on ait le moins possible de choses à faire. Et de notre côté, nous aussi, on essaie de faire au mieux pour que notre grand-mère se repose aussi. Mais j'ai ce sentiment parfois, quand je suis très très remontée, très énervée par tout ça, je me dis, mais j'ai 21 ans et je suis là, je donne à manger à ma mère et je l'habille. Et je dis, mais alors que là, je sais pas, je pourrais être à la plage, je pourrais être en week-end avec mes potes. Parce que j'ai refusé parfois des week-ends, oui forcément, parce que il y a aussi un peu cette culpabilité quand t'es pas là. Quand tu n'es pas là pour la personne, tu ressens une certaine culpabilité. Tu dis mince, je prends du temps pour moi, mais du coup je prends pas du temps pour ma mère en fait. Et je devrais pas ressentir cette culpabilité parce que je pense pas que ma mère veut que je ressente ça, souhaite que je ressente ça. Mais je la ressens forcément. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Mais ouais,
pas non plus, ma jeunesse n'a pas été volée non plus, parce que j'ai fait beaucoup de choses grâce à ma grand-mère qui a tout fait pour nous aider, grâce à ma sœur, et il y a mon grand frère aussi. Mais lui, comme il est en mer, il est pas tout le temps là, donc voilà. Non, mais je te rejoins. C'est aussi pour ça que ça m'intéressait d'autant plus de te recevoir en fait dans le podcast. C'est que tu me rappelles des choses, parce que moi, à ton âge, je pense que quand j'avais 21-22 ans, j'étais dans ce que j'appelle un peu les années noires. C'est-à-dire que le truc m'était tombé dessus, je devais m'occuper de mon père, mais je savais pas. Et donc là, il était à un moment dans ces années-là où... donc ça fait quoi? Ça fait 8-9 ans. Et à ce moment-là, lui, il voulait pas prendre de médicaments, il voulait pas être suivi, il se nourrissait de cigarettes et de vin. Il voulait continuer à vivre sa vie, continuer à conduire. Enfin, pour lui, la maladie n'existait pas, tu vois. Et alors que il tombait, il trébuchait dans la rue, il avait aucune notion de l'argent, il dépensait sans compter, enfin toutes ces choses-là. Et c'est des choses où moi je me suis déjà vu refuser des week-ends avec des potes parce que là je le sentais pas, parce que ce week-end-là je le sentais pas, qu'il y avait personne pour on va dire m'épauler ce week-end-là. Ma sœur était trop jeune dans ces moments-là pour pouvoir s'occuper de mon père. Moi dans ces moments-là, je lui ai demandé à mon père de porter un bracelet, tu sais, quand il fait une chute ou qu'il a un problème, qu'il appuie dessus. Et comme ça appelle un service d'assistance qui m'appelle moi ou les pompiers. Et ça, c'est vrai que ça me libérait un peu, parce que je me disais, ok, là on est samedi soir, il est 20h, je pars, je sais où je vais, je sais combien de temps il me faut pour rentrer à la maison. Si je reçois un appel, je sais si oui ou non je peux y aller. Et ça m'est pas arrivé 10 ou 20 fois, hein, ça m'est arrivé 50 fois d'avoir un appel et de dire j'arrive, je suis là dans 20 minutes, ou de dire non, là je suis vraiment dans une situation ou dans un moment où je ne pouvais pas y aller, et de dire envoyer les pompiers, et les pompiers aller à la maison pour l'aider à se mettre dans son lit ou autre, tu vois. Mais ce côté toujours un peu stress qui est toujours là au-dessus de ta tête, hein, même si et ce qui est horrible, c'est que personne le voit, et même quand t'en parles à tes potes, ils peuvent te comprendre, mais ils pourront jamais vraiment te comprendre. Non, ils essayent, mais c'est normal, comme ils le vivent pas. Mais c'est déjà bien d'essayer. Ouais, non, mais c'est déjà bien de l'accepter. Mais moi, mes potes avaient des fois des réactions où je leur disais, ouais, mais tu sais, si on m'appelle, là, je vais devoir faire 3 heures de route pour aller le chercher à l'hôpital ou je sais pas où. Je lui dis, c'est compliqué pour moi ce week-end-là, parce que j'avais personne qui pouvait m'aider ce week-end-là, tu vois. Donc en effet, je me rejoins sur un peu tout ce que tu vis encore. Et moi, de ce que j'ai appris, on va dire, avec les années de ces moments-là, c'est que les problèmes, il faut les partager en fait un maximum. Il faut les partager, il faut en parler. Mais ce que je voulais dire, c'est que par exemple ta grand-mère, vous êtes beaucoup, et une partie de sa vie, ta grand-mère a passé à s'occuper soit de ton grand-père, soit de ta mère. Et elle a quel âge ta grand-mère? Ma grand-mère, elle a 66 ans. Donc elle commence au-delà je pense, de l'usure psychologique qu'elle doit avoir. Elle commence à avancer dans l'âge. Et moi, le seul conseil que je pourrais te donner par rapport à ta grand-mère, c'est de la soulager petit à petit en introduisant une aide de vie. Même si tu m'as dit qu'elle en veut pas. En fait, c'est ce qu'on fait maintenant, en fait. C'est justement déjà rien que tous les midis, quelqu'un vient donner à manger à notre mère, tu vois. C'est ce qu'on a réussi à instaurer, parce qu'elle voulait pas. Mais on lui a dit, de toute façon, tu n'as pas le choix, c'est à nous de prendre le flambeau et de prendre des décisions aussi, parce que c'est notre maman, et rien que de voir une personne extérieure, notre mère, elle est contente aujourd'hui. Du coup, l'aide du coup qui vient à la maison, elle fait le ménage, elle s'entend bien avec ma mère, et puis là les beaux jours arrivent, donc ma mère qui accepte enfin de se promener en fauteuil roulant elle va pouvoir rien qu'aller se promener avec cette personne là à l'extérieur ou quoi que ce soit. Et
Déjà une grande avancée et on en est content. Ouais. Et elle aussi. Ouais, c'est déjà une grande avancée. Et maintenant que, on va dire que vous avez ouvert la brèche, allez-y tout doucement, parce qu'il n'y a pas besoin de presser les choses, mais faites rentrer de plus en plus les heures d'aide de vie pour que, en fin de compte, le temps passé avec votre mère soit beaucoup plus qualitatif, que ce soit vraiment des moments heureux, des choses où ça fait plaisir à tout le monde de se retrouver, que des choses obligatoires parce qu'il faut l'emmener chez le médecin, parce qu'il faut lui donner à manger, ou parce qu'il faut lui faire sa toilette. Ouais, des choses voilà, des choses un peu où on prend pas beaucoup de plaisir. Moi, je me souviens quand je devais donner à manger à mon père, il était trop lent à manger. Moi, j'ai pas assez de patience pour donner pendant 45 minutes la cuillère à mon père. J'avais aucune patience pour ça. Et moi, ça m'énervait. J'avais l'impression de perdre mon temps. Et je m'énervais contre mon père, alors que lui, il était pour rien. Hein, mais je me retrouve totalement là dans ce que tu dis. Ouais. Et voilà, et moi ce qui m'a sauvé entre guillemets de la relation avec mon père, c'est vraiment de mettre ça, hein. C'est de mettre de plus en plus d'air de vie dans notre quotidien. Non, mais je me retrouve beaucoup là-dedans parce que justement on a instauré cette aide-là pour que j'ai plus envie d'aller chez ma mère, j'ai plus envie que ça soit une corvée en fait, j'ai envie d'y aller parce que j'ai envie d'y aller. J'ai plus envie d'avoir limite cette boule au ventre en me disant non, je peux pas aller en soirée, je peux pas boire parce que je me dis s'il arrive quelque chose et qu'elle m'appelle, enfin j'ai cette peur, mais après ma mère nous appelle le moins possible parce qu'elle veut pas déranger. Et c'est cette sensation là aussi qui m'énerve parce que je me dis elle a pas envie de déranger donc elle reste, et si elle tombe elle va rester par terre et elle attend que quelqu'un arrive et par peur de déranger. Et du coup, c'est pour ça maintenant qu'il y a cette aide et que nous, on prend les plus bons moments à prendre en fait. Rien que passer la voir, aller se promener avec elle. Ouais, voilà. Ce genre de choses. Et du coup, maintenant, lui donner à manger, pour moi, c'est moins une corvée parce que du coup, je le fais moins en fait. Et je m'énerve beaucoup moins et du coup, j'accepte encore plus la maladie en fait. Non, mais tout à fait. Je pense que c'est exactement ça dans l'accompagnement que tu peux faire avec ta mère. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de petit à petit vous enlever ce qui sont des poids pour vous et puis pour ta mère aussi, hein, parce que c'est pas agréable d'avoir quelqu'un qui a pas envie de te donner à manger, mais qui se sent forcé, tu vois, c'est jamais agréable aussi d'être dans cette position-là. Et non, c'est vrai. Pour l'instant, c'est très bien ce que vous faites. Est-ce que tu trouves qu'au niveau de la prise en charge de ta mère, tout est fait correctement ou il te manque quelque chose? Alors, je parle aussi bien de la prise en charge médicale que des aides, je sais pas, de la pension d'invalidité, de la MDPH. Ah oui. C'est assez... je dirais qu'au niveau des aides, ça se passe très bien. Au niveau des aides, il y a assez pour vivre, elle a assez pour vivre, elle a assez pour de quoi se payer un bon logement. Mais excuse-moi, je te coupe 2 secondes, mais qui s'occupe de l'administratif de ta mère? Ma grand-mère. Parce que je sais pas, je crois que ma mère est sous tutelle. En fait, sous tutelle, juste en fait, ma mère est mise sous tutelle du coup par ma grand-mère, je crois, juste pour les signatures, pour les papiers et tout, pour que ma grand-mère ait accès à la banque. Mais en fait, ma grand-mère laisse quand même toujours le choix à ma mère, toujours accès à ces choses, pour pas qu'elle se sente non plus délaissée dans tout ça, parce que en soi, elle a quand même toute sa tête et elle peut prendre ses décisions par elle-même. Après, je dirais, pour tout ce qui est aide, ça va. Franchement, je trouve que c'est pas mal, mais moi, je m'occupe pas trop de ça, mais je sais qu'elle reçoit assez d'aide pour bien vivre, en fait. Pour même mettre de côté, je dirais. Et tout est pris 100% en charge. Franchement, on a cette chance en France. Hein. Oui, on a cette chance. Et puis on a cette chance peut-être que si ta grand-mère s'y connaisse assez bien pour tout faire, parce qu'on a beaucoup d'aides en France, mais encore faut-il savoir quelles aides et où les demander, quoi. Oui, c'est ça, oui. Moi, je sais pas du tout. Je sais que pour remplir mes fiches d'impôt, je dois demander à ma grand-mère, hein, parce que j'y connais rien. Et elle, au niveau administratif, vraiment, je pense qu'elle a vraiment dû bien gérer les choses. Vraiment, avec mon grand-père, je pense qu'elle a eu le premier exemple et les erreurs à retenir, en fait, et les choses à ne faire ou à ne pas faire, du coup. Je pense que, du coup, c'est pour ça que ma mère, aujourd'hui, se retrouve aussi bien.
en fait. Bon, bah tant mieux, j'ai envie de te dire, Oui. tant mieux pour ta mère, quoi. Oui. Est-ce que malgré tout ça, t'arrives quand même, toi, à pouvoir évoluer dans ta vie, à garder une vie personnelle, même si tu l'as dit, c'est compliqué, mais est-ce que t'arrives, en tant que jeune femme, euh, à te développer malgré ça, à grandir quand même? Oui, ouais, c'était très compliqué, hein. Franchement, c'était assez compliqué, la transition de l'adolescence à du coup à la vie de jeune adulte, parce que du coup, moi mes études de mon BTS jusqu'à du coup mon bac+3 aujourd'hui, j'étais toujours en alternance, donc j'ai vraiment mis un pied totalement dans la vie d'adulte d'un coup en fait, même si je travaillais pendant les petites vacances ou l'été. Et du coup, c'est cette transition qui a été quand même plus difficile en fait. Parce que j'ai dû grandir assez vite, prendre assez vite de la maturité quand j'étais adolescente, par rapport au fait que ma mère soit malade, du coup, j'ai dû grandir assez vite. Aujourd'hui, bah du coup, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment bien accompagnée, que ce soit ma grand-mère ou ma belle-mère surtout, qui a toujours été là pour chapeauter et pour dire pour distinguer le bien du mal. Et du coup, aujourd'hui, maintenant que j'ai les clés un peu en main pour mieux grandir et m'épanouir dans ma vie, ouais. Mais c'est très compliqué. J'ai été suivie par une psychologue, justement, par rapport à tout ça, parce que je me sentais totalement perdue, délaissée. Parce que je me posais toujours la question, si ma mère n'avait pas été malade, comment ça serait passé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle ferait? Et du coup, toutes ces questions, je me les posais en boucle et personne pouvait y répondre et personne ne pourra y répondre forcément. Du coup, en voyant du coup une personne extérieure, neutre à tout ça, bah ça m'a beaucoup aidée et aujourd'hui, bah maintenant, je sais comment. Je sais qu'il faut pas que je m'oublie là-dedans, qu'il faut pas non plus que j'oublie ma mère. Et du coup, j'arrive ouais, à grandir là-dedans. Maintenant, oui, parce que du coup, j'ai dû grandir avec, forcément. J'ai pas eu le choix. Mais maintenant, c'est que j'ai les clés, c'est plus facile. Non, non, mais en effet, ça fait de devoir s'occuper et de gérer la maladie de Huntington, ça fait grandir plus vite. Oui, ça fait grandir plus vite et même, enfin, on me le dit souvent, pour mon âge, je suis assez mature, on me le dit souvent. Mais parfois, je trouve beaucoup trop en fait. Parce que rien que dans des choses en soirée, enfin, que je pouvais voir, je jouais un peu le rôle de maman en fait. On m'appelait la maman en fait dans les groupes. Parce que du coup, s'il fallait chercher un pote, j'y allais. S'il avait fait un truc pas bien, je lui dis mais t'es sérieux, faut pas faire ça, t'es vraiment bête, prends un peu de recul et tout. Enfin, et du coup, en fait, cet aspect un peu d'enfant innocent qui parfois, bah, au moins ça m'a évité plein de bêtises et plein de plein de disputes avec mes parents. Enfin, ça m'a pas empêché non plus de faire des conneries quand j'étais plus jeune, mais voilà, en fait, j'avais du coup cette intuition aussi un peu derrière où bah non, réfléchis, oui, non, fais pas ça, bah non, t'as ça aussi, enfin. Et du coup, ouais, parfois ça a des bons et des mauvais côtés. Non, mais je te rejoins, je comprends tout à fait ce que tu dis. Ouais. Zoé, on arrive à la fin. Ça passe vite. Déjà. Ouais. Est-ce que tu aurais un message ou un conseil? Parce que je vois que malgré tout ça, tu restes quand même positif. On essaie. Est-ce que tu aurais un message, un conseil à passer, à donner Bah surtout le conseil que je pourrais lui donner, c'est vraiment pour les personnes qui ont une personne malade dans leur entourage, c'est vraiment de se poser la question est-ce que moi je suis porteur? C'est vraiment de faire les tests au plus tôt. Parce que du coup aujourd'hui on peut avoir des enfants sans qu'ils soient porteurs de cette maladie. Et ça c'est déjà énorme. Et puis éventuellement peut-être trouver un jour un remède. Et il y a plein de protocoles. Bon, c'est très strict d'y rentrer, mais en fait, plus on est jeune, plus on a des chances de rentrer dans un protocole, parce que la procédure est très longue pour rentrer dans un protocole. Ouais. Donc, du coup, plus on est jeune, moins on a de symptômes. Si on n'a pas développé la maladie, ça intéresse encore plus les protocoles, du coup. Et vraiment le faire au plus tôt. Et surtout, par rapport à la personne qui est atteinte de cette maladie dans notre famille, que ce soit nos parents, nos cousins, notre tante, c'est vraiment continuer de traiter cette personne comme si c'était une personne lambda en fait, comme elle était avant. Et parce qu'une personne malade reste avant tout elle en fait. Et elle a un prénom, elle a une identité, et surtout ne pas,
Voilà, la traiter comme toujours elle la est. Considérer. Ouais, toujours la considérer, voilà, merci. Toujours, Ouais. toujours la considérer. Et surtout, bien s'entourer et de personnes spécialisées dans ce domaine-là. Et pas croire qu'on peut tout faire nous-mêmes. C'est se faire aider. C'est très important. Je suis tout à fait d'accord de considérer toujours la personne, et quand des fois je l'oublie, parce que mon père peut pas me parler, on peut pas échanger. Quand je raconte une blague, bah il rigole. Donc en fait c'est qu'il comprend toujours, il est toujours là, tu vois. Oui, ils ont toujours leur tête en fait. C'est juste les informations qui vont pas jusqu'au bout. Et parfois, du coup, un peu leurs colocataires qui prennent le dessus, du coup, qui se disent oh, moi je suis là et voilà, c'est tout. Mais oui, moi c'est clair que maintenant que j'accepte vraiment la maladie, j'ai vraiment un rapport avec ma mère c'est beaucoup plus fluide, même si dans la communication, elle a pas trop envie de parler parce qu'elle sait qu'elle a du mal au niveau de son élocution. Mais voilà, le rapport est beaucoup mieux et je me sens beaucoup mieux en sa présence, parce qu'avant j'avais beaucoup de mal. Pour moi c'était la maladie et maintenant c'est ma maman qui est revenue en fait. Du coup, différente, mais c'est ma maman. Merci Zoé en tout cas pour ton beau témoignage. Merci toi de m'avoir reçu. Et je te souhaite quand même une bonne continuation et de continuer de grandir, mais pas trop vite. Ouais, non, pas trop vite non plus. Moi je te remercie. Merci Zoé, au revoir. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout cet épisode. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous et que la meilleure manière d'être informé de la recherche et de la prise en charge de la maladie, c'est d'adhérer à l'association. Merci à tous et à bientôt.